Nouvel entretien exceptionnel à suivre sur U2P TV. Merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours évidemment depuis le Salon des maires et des collectivités locales à Paris. Et j'ai le plaisir de recevoir Michel Picon, président de l'U2P. Bonjour. Bonjour. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Guillaume Guérin. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'Association des maires de France et président de Limoges Métropole. Michel Picon, je vous laisse la parole. Bien, d'abord, moi je voudrais vous remercier, monsieur le vice-président de l'AMF, de votre présence à cet exercice de communication pour parler d'un sujet que vous connaissez bien. Je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses, mais vous rappeler ce que sont les petites entreprises, ce qu'elles représentent dans les territoires, dans les collectivités locales, et du soutien, de l'attention particulière qu'elles ont. Elles représentent une économie de proximité, elles représentent des emplois qui ne sont pas délocalisables. C'est 3 500 000 entreprises sur le territoire national qui emploient 5 millions de personnes, des emplois à proximité de chez elles. Et bien évidemment, la dimension humaine de nos professions, l'engagement que nous avons aussi souvent, puisque plus de 25 000 des nôtres, si je puis dire, sont élus locaux à vos côtés et participent à la gestion de la commune. Alors merci mille fois d'être présents. Nous avons réfléchi à l'occasion des prochaines élections municipales à quelques idées fortes que l'on voulait porter comme message, à la fois aux maires sortants qui vont renouveler leur mandat. Je leur souhaite à tous tous nos voeux de réussite, et puis aussi à ceux qui vont succéder aux maires en place, et donc leur parler de l'importance de nos petites entreprises. Et il y a trois éléments forts que je voudrais mettre en avant avec vous. Le premier, c'est ce besoin d'attention et d'écoute. On a fait faire un sondage par une organisation qui s'appelle CERFI, qui nous dit qu'il y a 50% des petites entreprises, des petits commerces, et qui considèrent qu'ils ne sont pas assez entendus par leurs élus. Et vous avez souvent, quand vous êtes en campagne d'ailleurs, entendu cette phrase: « Ah ben on ne vous voit que quand il y a les élections, s'il n'y a pas les élections, on ne vous voit pas ». Or, moi je sais que votre préoccupation en tant qu'élu, elle n'est pas simplement le temps des élections. Et donc je me dis qu'il y a très certainement à mettre en œuvre un besoin d'écoute et d'association. Quand on lance un projet, c'est bien peut-être d'associer davantage les acteurs économiques locaux. J'aimerais avoir un petit peu votre regard là-dessus et les expériences qui sont les vôtres. Écoutez, tout d'abord, merci de m'inviter en tant que représentant de David Lisnard, président de l'AMF, sur cette table ronde. C'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Je souscris totalement à vos propos. Je crois quand même que beaucoup d'élus ont conscience de cela et que pas verser dans la caricature. Je crois que quand les choses sont bien faites, elles sont assez peu notées et les gens ne le disent pas. Les gens relèvent des choses qui sont mal faites. Et malheureusement, on a parfois le sentiment que les élus sont un peu loin des problématiques que peuvent rencontrer les commerces de proximité, les commerces de centre-ville notamment. Je crois que dans les faits, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple de mon territoire que je connais bien. J'ai 20 maires d'obédiences politiques différentes. Ils sont très actifs en soutien aux entreprises locales, très actifs en soutien aux commerces de proximité. Je vois bien que dès lors qu'il y a un chantier d'envergure qui touche les commerces de centre-ville, il y a des réunions d'information qui sont faites auprès des commerçants, chez eux, dans leur pas de porte. Il y a également des synergies qui sont tracées avec la Chambre des métiers et d'artisanat et avec la CCI. Moi, je tiens, on le fait dans mon territoire, à ce que la CCI soit totalement associée aux grands projets qui viennent pénaliser un temps le commerce. Lorsqu'on refait une rue, lorsqu'on fait un réseau de chaleur, lorsqu'on a des travaux en tout genre qui viennent pénaliser, impacter l'activité commerciale d'un commerce de proximité, on se doit à minima des explications et on se doit de l'information. Moi, je considère que les gens ne sont pas contre les travaux, ne sont pas contre la modernisation de leur cité, mais il faut leur donner les capacités de comprendre ce qu'il se fait et surtout de se projeter. C'est ça. Et pour ça, il faut être en contact, en lien direct avec ces professionnels et être dans l'explication de ce qui est fait en termes de politique publique. Bien, merci. En tout cas, c'est souvent, vous avez raison de le souligner, on voit plus souvent les trains qui n'arrivent pas à l'heure que ceux qui sont à l'heure. C'est assez fréquent. Je voudrais vous parler 2 secondes de fiscalité, de stabilité de fiscalité, parce que quand on est une petite entreprise, bien sûr, on n'est pas une multinationale, donc tout ce qui est en train de se mettre en place, on n'est pas forcément concerné au premier titre, mais il y a des impôts locaux qui nous concernent, les niveaux de taxes foncières, de CFE qui sont
qui sont votés et décidés par les collectivités locales. La CVAE aussi, dont certains élus font des propositions pour la supprimer, l'alléger, mais je sais qu'elle alimente beaucoup les collectivités locales. Et donc nous, la crainte que l'on a, c'est que lorsque l'État se désengage auprès des collectivités locales, qu'il y ait une tentation, comme on a pu le vérifier dans un certain nombre de communes, d'une augmentation considérable de la fiscalité sur les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète. Alors, il y a eu la suppression de la taxe professionnelle avec sa substitution dans un périmètre plus ou moins différent. Mais la stabilité fiscale est quelque chose pour nous d'important, justement pour pouvoir se projeter. Je le conçois tout à fait et je le comprends. Après, si vous voulez, les collectivités locales et les mairies en particulier, le bloc communal, hein, l'intercommunalité, qui n'est pas une collectivité, qui est un établissement public, aujourd'hui, nous avons quand même des vraies difficultés à établir nos budgets parce que ce qui nous manque, c'est surtout de la lisibilité. Si vous voulez, un PLF, une fois qu'il est voté, lorsque l'on sait où l'on va, on peut adapter les choix politiques que nous faisons sur nos territoires respectifs, eu égard aux situations des territoires qui sont très variables d'un territoire à l'autre. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, et ça a été largement souligné hier dans les tables rondes ici même, ça sera souligné encore demain, c'est la difficulté à se projeter et à savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, je n'ai pas de sujet sur le fait que les collectivités participent à l'effort collectif de réduction de la dépense publique. Mais je rappelle quand même que nous avons l'obligation de présenter des budgets en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État depuis maintenant plusieurs décennies. Vous voyez, je reste correct. Oui. Et donc, malgré cela, on assume toujours de plus en plus de compétences. On a des charges de centralité importantes dans nos communes. Et donc, on a vocation tout de même à pouvoir continuer à financer le service public. Pour ma part, et ça c'est un choix politique, je ne suis pas pour la hausse des impôts locaux car je considère que le contribuable ou l'entreprise paye déjà beaucoup dans ce pays. Mais vous avez des collectivités qui malheureusement, pour maintenir leur niveau de service, n'ont pas le choix parce que leurs capacités financières sont dégradées, parce qu'ils ont eu des très mauvaises surprises sur la DGF, sur l'éligibilité OFPIC, sur un certain nombre d'impacts qui ont pu avoir lieu au cours des dernières années avec des évolutions liées aux lois de finances qui viennent impacter les collectivités territoriales. Moi, je vous prends le cas de mon intercommunalité, 210 000 habitants. Jusque-là, je faisais financer beaucoup de grands projets par des subventions, notamment la DSIL. Aujourd'hui, dans la réforme telle qu'elle est prévue, on fusionne la DSIL avec la DETR, on crée le FIT. Je ne suis plus éligible au FIT. Aïe. Comment je fais? Typiquement, j'avais des friches industrielles ou tertiaires que nous étions en train de requalifier. Pour cela, on a fait deux grosses levées de fonds, la DSIL et le fonds vert. Si demain je ne suis plus éligible à la DSIL, qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus réactiver ces friches. Donc moi, ce que je reproche aujourd'hui au gouvernement, c'est l'absence de lisibilité dans le futur budget que devront construire les collectivités territoriales. Qu'on nous dise clairement comment les choses vont se passer, on adaptera nos politiques publiques et on construira nos budgets sur la base des éléments dont nous aurons à notre disposition. Pour l'instant, on manque d'éléments, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retarde la construction de nos budgets. Mais sur la pression fiscale, vous savez, nous sommes le pays de l'OCDE où les prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés. Absolument. A-t-on pour autant un service public régalien plus efficient qu'ailleurs? Je n'en suis pas persuadé. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que les collectivités locales doivent éviter de rajouter du poids et de la charge à la fois sur le contribuable et sur l'entreprise. Absolument. Et dans les difficultés économiques que peuvent connaître un certain nombre de collectivités locales, il y a aussi les difficultés économiques de toutes ces entreprises. C'est 69 000 entreprises cette année qui vont fermer leurs portes. Et 87% de ces 69 000 entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés dans les territoires. Alors, je veux vous interpeller aussi là-dessus, sur le soutien que l'on peut faire. Alors, ce n'est pas de l'argent dont on a besoin, mais c'est vraiment une attention particulière dans la politique des parkings, dans la politique de déstabilisation parfois de zones commerciales où on décentralise l'activité commerciale ailleurs et les petites entreprises qui sont là ont du mal. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure ensemble hors plateau sur les niveaux de loyers qui sont demandés par un certain nombre de foncières ou de particuliers qui préfèrent parfois laisser leurs locaux vides plutôt que de les louer. Comment on peut agir ensemble pour aider les choses là-dessus? Tout à l'heure, Président, dans vos propos introductifs, vous rappeliez quelque chose d'essentiel, c'est que les TPE-PME qui sont dans nos territoires, qui font la vie de nos territoires, ne sont pas des emplois délocalisables. Aujourd'hui, de très nombreux élus se battent pour créer de l'emploi sur leur territoire en cherchant à faire venir des entreprises nouvelles
du tertiaire, du monde industriel. C'est le cas chez moi. Moi, je suis une ancienne capitale régionale. Moi, j'ai subi 2 grandes réformes terribles. La perte de l'armée en 2011, 700 militaires en moins, et la perte du statut de capitale régionale en 2015. Environ 1000 agents territoriaux de catégorie A et leurs conjoints qui sont partis pour la nouvelle capitale régionale qui est Bordeaux. Donc 2 saignées à blanc pour ce qui était une ancienne capitale régionale. Et donc la volonté politique est d'aller chercher des grands groupes pour compenser cet emploi qui a été détruit par ces 2 réformes. Mais ces 2 emplois-là, typiquement quand je fais venir un groupe agro-industriel, quand je fais venir une très grande entreprise du luxe, je ne suis pas certain que ce sera périn dans le temps. En revanche, les TPE-PME qui font la vie, qui font le poumon de mon économie locale, je sais que c'est de l'emploi qui n'est pas délocalisable. Et donc, nous faisons tout pour à la fois créer de l'emploi nouveau, mais surtout pérenniser l'emploi existant. Quand je dis nous faisons tout, je pense qu'on a conscience des difficultés que traversent les entreprises aujourd'hui. Nous, on a mis en place un certain nombre de services qui visent à alléger les procédures administratives, notamment quand il s'agit de faire des menus travaux au pied du porte du commerce, faciliter le délai d'attribution des permis de construire, l'instruction des permis de construire qui est faite par l'intercommunalité, et un certain nombre de dispositifs d'aide à la transformation des entreprises. Aujourd'hui, quand une PME est cédée, il y a souvent des questions de numérisation de l'activité, d'aller vers quelque chose de plus moderne que ce qui se faisait par le passé. On a des dispositifs d'aide à la transformation numérique, de même qu'on a des dispositifs d'accompagnement à l'immobilier d'entreprise. Une entreprise qui croît en chiffre d'affaires et qui a vocation à se développer, ou qui embauche, on l'aide à trouver du foncier nouveau, des bâtiments nouveaux, et il y a même des dispositifs financiers qui lui permettent de se développer sur le territoire. Moi, je suis très attaché à la pérennisation de ce type d'emploi, parce qu'on voit bien que la conjoncture est difficile, on voit bien que tous les territoires sont en concurrence les uns avec les autres, avec parfois des particularités territoriales, vous le disiez, on en parlait hors plateau tout à l'heure, sur le prix des pas de porte. Moi, chez moi, la première raison de la vacance commerciale dans le centre-ville de Limoges, c'est le prix du pas de porte de fonds de commerce. Vous avez des gens qui sont, et ils m'en voudront pas de le dire parce que c'est factuel, qui sont des propriétaires fonciers qui n'ont pas besoin d'argent et qui considèrent qu'il vaut mieux ne pas louer que de louer à un prix plus faible, au risque d'avoir des gens qui ne pratiqueraient pas un usage du commerce tel qu'eux l'ont imaginé. Et pardon de le dire, les villes de province ne sont pas des grandes métropoles. Le prix du pas de porte ne peut pas être équivalent à Limoges, à Clermont-Ferrand ou à Bordeaux. C'est pas vrai. Et donc la difficulté que nous avons, c'est que nous nous heurtons à des choix qui sont des choix propres aux propriétaires, sur lesquels, à part taxer la vacance, vous n'avez pas d'autres possibilités pour faire en sorte de faire baisser le prix du pas de porte. Mais la vacance commerciale dans de très nombreuses villes de province, dans de très nombreuses villes moyennes, est bien souvent liée au prix que pratiquent les propriétaires. Ouais. La coercition, c'est pas toujours... Je ne suis pas toujours fan de la coercition, mais malheureusement, si on a assez peu, malheureusement, on a assez peu de leviers. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un problème. Le seul levier que vous avez, mais il est sur le long terme, c'est d'arriver à redévelopper la rue de façon à ce qu'il y ait de moins en moins de vacances, pour que, in fine, le propriétaire qui jusque-là ne voulait pas louer se dise « bon, après tout, la rue est dynamique, donc je vais louer parce que peut-être que le commerce va être périn et que l'activité sera pérenne. » Ou s'il vend préempté. Ou s'il vend préempté. Alors pour ça, nous avons nombreuses sont les collectivités adhérentes à l'AMF qui ont des outils de préemption. Hein. Beaucoup ont des foncières, beaucoup ont une foncière adossée à une SEM d'aménagement. C'est le cas de très nombreuses de villes où siègent mes collègues. Nous, on a ça chez nous. Mais nombreuses sont les villes qui aujourd'hui ont à la fois une foncière qui permet de préempter et derrière une SEM d'aménagement qui aménage pour le compte à la fois du privé et de la collectivité. Et puis vous alertez aussi, monsieur le maire, monsieur le vice-président, sur un sujet qui occupe les débats nationaux, qui est celui de la démographie de notre pays. Et cette démographie, bien évidemment, elle pose des problèmes au financement de nos régimes sociaux, qu'il s'agisse de retraite, mais on ne va pas parler de retraite là parce qu'on y sera encore pour longtemps. Mais je voudrais vous dire que cette démographie, elle va peser aussi sur le remplacement du tissu économique de nos 3 500 000 entreprises. Plus de 500 000 petites entreprises vont changer de main dans les 10 ans qui viennent. Et on a un travail collectif à faire ensemble, les organisations professionnelles, parce que beaucoup de gens, quand ils approchent de la retraite, ils se mettent en renov, en disant je ne veux plus réinvestir, je m'en vais dans 4 ans, je m'en vais dans 5 ans. Et parfois on arrive comme ça à avoir un commerce qui n'est pas reprenable par un jeune qui arrive. Donc on a des sujets de formation parce qu'il faudra trouver des repreneurs et l'apprentissage auquel nous sommes très engagés est une voie.
Et on aura aussi du travail à faire d'inventorier ensemble les commerces qui sont susceptibles de fermer, tout simplement parce qu'un vendredi soir, le type a décidé de s'arrêter, il n'en a parlé à personne et il ferme son rideau. Même nous, les organisations professionnelles, on ne l'a pas forcément détecté et c'est un point de vie. Parfois, le salarié a le même âge que, ça, je parle de gens qui sont cordonniers, de gens qui sont horlogers, qui ont des petites activités, eux s'en sortent et on ne prépare pas suffisamment leur succession. Et je pense qu'on a un énorme travail à faire et moi, en tout cas, je serais heureux que l'on puisse collaborer ensemble sur la détection de ces entreprises-là. Je pense que la coopération en l'espèce doit être pluripartite, c'est-à-dire que je suis convaincu que les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers ont un rôle considérable à jouer en la matière. Je crois aussi que nombreuses sont les villes moyennes qui aujourd'hui se sont dotées de managers de centre-ville qui, au-delà de la prospection pour le futur, doivent aussi jouer un rôle de vigie et de veille pour dire attention, là, une personne qui est commerçante, qui est relativement âgée, elle n'a pas, semble-t-il, de repreneur. Il y a un risque, donc allumer les feux suffisamment tôt pour pouvoir justement, avec cette veille, anticiper le départ d'un commerçant ou d'un artisan du centre-ville. Là, je crois beaucoup ou d'un centre-bourg. Je crois beaucoup à cela, mais je voulais la collectivité là-dessus ne peut être qu'un maillon de la chaîne, mais ne peut pas le piloter toute seule. Ça concerne les OP, ça concerne les chambres consulaires, bien évidemment, Absolument. Mais aussi les collectivités locales qui elles, sont en connaissance, hein, parfois dans des villes les plus petites, où on dit, la crémière, là, elle va partir, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette crèmerie? Est-ce qu'on peut essayer de l'aider à dynamiser pour pouvoir le reprendre? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure dans le deuxième volet. Je crois qu'il faut inciter aussi, alors si ça ne peut pas être porté à l'échelle de communes, ça peut l'être à l'échelle de l'intercommunalité. Il faut les inciter à adopter des dispositifs de soutien aux PME-TPE car ce sont des emplois non délocalisés. Absolument. Et quand vous dites, voilà, vous avez une entreprise de commerce qui aujourd'hui pourrait continuer à vivre, à survivre et même à vivre et à générer un revenu pour le commerçant en question, mais il faut aller vers une modernisation de l'outil numérique, eh bien, typiquement, nous, on est capable aujourd'hui de les accompagner dans cette transformation numérique-là. Ça, c'est des pistes que l'on peut donner aux collectivités locales. Beaucoup le font, beaucoup n'y ont pas pensé. Mais je crois qu'il y a des outils pour permettre cette conversion d'un commerce qui est pour le coup viable, bien souvent, mais qui s'arrête parce que le repreneur n'a pas de visibilité et n'a pas de capacité à se projeter grâce à des dispositifs nouveaux qui vont lui permettre de booster son chiffre d'affaires ou de voir l'activité différemment. Moi, je crois que si les communes ne peuvent pas le porter, elles peuvent s'appuyer sur l'intercommunalité pour le faire parce que je rappelle quand même que le développement économique est une des compétences des intercommunalités et a fortiori des communautés urbaines. Oui, donc, mais on s'y perd, nous, parfois un peu dans le millefeuille de compétences. Mais ça, pour le coup, les CCI, elles s'y perdent pas. Elles savent parfaitement quelles sont les compétences des uns et des autres. Ça marchera s'il y a un travail en commun et que tout le monde joue le jeu du maillon de la chaîne. Oui, absolument. Et puis quelques mots, si vous m'y autorisez, si on a encore un petit peu le temps, sur la sécurité, monsieur le maire. Alors je ne veux pas refaire le rabat-joie, mais tout de même ça devient un sujet, non seulement pour la protection des biens, hein, puisque bon, les cambriolages ou ce genre de choses, même si nos commerces ont beaucoup investi dans des protections, des systèmes d'alarme. Parfois même, je vois des pharmacies aujourd'hui qui embauchent des vigiles à l'entrée parce que il y a de l'incivilité, mais il y a aussi tout un phénomène autour des gens qui sont toxicomanes ou autres. Et on voit dans toutes nos activités non seulement une atteinte aux biens et au matériel, mais de plus en plus aussi aux personnes. Alors il ne faut pas terroriser les gens, mais je crois que les politiques qui sont mises en place dans un certain nombre de communes, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, sur la vidéosurveillance, sur la façon dont on peut ensemble dissuader et améliorer. Moi, j'entends des infirmières parfois qui me disent que dans leur tournée du soir pour aller accompagner au coucher des personnes âgées, elles se font accompagner par leur mari dans un certain nombre de zones. Et ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Professionnels de santé notent cette incivilité permanente. Et avoir... Là, pour le coup, on va rentrer dans des débats philosophiques sur un plan politique. Déjà, rappeler quand même un préalable qui, pour moi, est essentiel. C'est que la sécurité, garantir la sécurité à nos compatriotes, c'est une prérogative de l'État.
Oui. Pas des collectivités territoriales et pas du bloc communal. C'est une prérogative de l'État. Maintenant, nombreux sont les maires qui sont conscients des difficultés que traversent leurs habitants en termes de garantie de sécurité. Nombreux sont les maires qui ont augmenté de manière très significative leur police municipale, qui l'ont armée, qui l'ont équipée de vidéos piétons, caméras piétons, pour justement leur éviter eux-mêmes d'être agressés et de voir la preuve s'inverser lorsqu'il y avait une altercation avec des délinquants sur le terrain, y compris des communes qui, il y a 10 ans, c'est assez amusant, étaient totalement opposées pour des raisons philosophiques à la vidéoprotection et à la vidéosécurité. Donc moi je loue ces maires de gauche qui ont évolué positivement sur ces questions-là parce qu'ils font face aux principes de réalité et je suis pour ma part très heureux. Nous avons une ville où il y a 10 ans de cela, il y avait 14 policiers municipaux. Il y en a plus de 80 aujourd'hui. Donc c'est un choix politique fort. Mais attention à ne pas, en faisant cela, en augmentant votre police municipale, en équipant votre ville de vidéoprotection et de vidéosurveillance, en créant un centre de supervision urbaine, attention à ne pas laisser penser aux habitants et aux électeurs que vous seriez responsable de leur sécurité. La sécurité, c'est une compétence de l'État, c'est une compétence régalienne et la police municipale n'a pas vocation à venir se substituer à la police nationale ou à la gendarmerie en zone rurale. La police municipale est une police qui vient en complément de la police nationale, beaucoup plus d'ailleurs dans la proximité que réellement dans la répression, même s'il lui arrive malheureusement de devoir faire parler la force légitime. Mais les maires ont conscience de l'évolution de la société, en tout cas je le crois dans leur écrasante majorité. Nombreux sont ceux qui ont développé leur police municipale, nombreux sont ceux qui vont la développer à l'occasion des futures échéances électorales. Pour ma part, mais ça n'engage absolument pas l'AMF, ça n'engage que moi. Moi je suis un pro vidéoprotection et je suis un pro police municipale armée et équipée de caméras piétonnes pour éviter toute contestation et tout litige sur l'espace public et sur la voie publique en particulier. Mais malheureusement, et ça on peut le constater, c'est un constat de fait, on ne peut que constater tristement qu'il y a une dégradation de la situation sécuritaire en France, notamment pour ceux qui ont des commerces parfois dans des villes qui jusque-là étaient très calmes et qui le sont malheureusement dans certaines localités de moins en moins. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cet échange sur les sujets de préoccupation commune. Merci infiniment. Merci beaucoup, Guillaume Guérin, vice-président de l'Association des maires de France, président de Limoges Métropole. Et merci à vous, Michel Picon, président de l'UDP. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission et à très vite.